O-News Radio sur outremernews.fr. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Ils étaient nombreux ce matin devant le rectorat, enseignants, parents d'élèves et élèves, tous unis pour dénoncer les suppressions de postes annoncées pour la prochaine rentrée scolaire. Les syndicats dénoncent une décision injustifiée alors que la qualité de l'enseignement est déjà mise à mal par le manque de moyens. Retour sur cette mobilisation avec notre reporter Nicolas Hachi. Aujourd'hui, nous subissons 89 suppressions de postes. Ces 89 suppressions de postes entraînent la fermeture de 57 classes et plus de 87 enseignants qui ne seront plus donc affectés dans les établissements. Ce n'est pas acceptable. Nous savons pertinemment que bon nombre de nos élèves sont en situation sociale très difficile. Il aurait fallu que l'ensemble de l'académie soit placé en éducation prioritaire pour avoir justement des classes de grande section, de CP, de C1 dédoublées à 12. Nous aurions dû avoir quasiment la totalité de nos 6e à moins de 24 élèves. Ce n'est pas le cas, puisque plus de 50% donc des collèges ont des 6e au-delà de 25 élèves. Et surtout, nous avons beaucoup de divisions de seconde qui disparaissent, notamment au lycée agricole. Et nous allons nous retrouver avec énormément de difficultés à la rentrée scolaire, des classes surchargées et une incapacité de pouvoir gérer la difficulté scolaire et permettre à nos élèves de réussir. On ne peut pas ne pas se sentir concerné, c'est absolument pas possible. Quand on sait qu'il y a des suppressions de postes et que nos enfants ont besoin d'encadrement et forcément avec des suppressions de classes aussi qui vont entraîner donc des surcharges de classes, on ne peut pas ne pas être mobilisé sur cette action, c'est pas possible. Vous voyez un petit peu cette mobilisation. Nous avons pas mal d'établissements fermés. Nous avons bon espoir que cette mobilisation fera en sorte que l'Académie Guadeloupe change d'approche, sorte de cette approche technocratique pour mettre l'humain au sein de leur raisonnement. C'est pour jeunesse en nous, c'est pour jeunesse en nous mieux réussir à l'école là. Nous savons que régulièrement, nous avons avant-dernier, dans toutes les évaluations, nous avons un taux d'illettrisme qui est supérieur à 20%, français à 9%. Nous avons un décrochage scolaire qui est de plus en plus important. Dernier chiffre à rectorat, même 1800. 1800 petits gens qui sortent dans l'école là, sans diplôme, sans qualification, et nous avons une formation professionnelle qui en panne. Donc nous pouvons dire que ni moyen, même si nous avons une baisse démographique, et utiliser ces moyens-là, ça pour faire jeunesse en nous réussir, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Si vous voyez nous là, nous liés là dans affaire évaluation là. Une situation qui risque de perdurer si aucun dialogue n'est enclenché avec le ministère. Évidemment, nous suivrons l'évolution de ce dossier pour vous sur Canal 10. Sans transition, puis continuons également dans le secteur de l'éducation avec cette fermeture de l'école Génie en Herbe à Petit-Bourg. Nous évoquions mardi la fermeture de cette école privée Génie en Herbe. Aujourd'hui, nous vous apportons de nouveaux éléments pour mieux comprendre effectivement cette situation surprenante et ses impacts pour les familles concernées. C'est Solène Fèvre qui s'est rendue sur place pour Canal 10. C'est une histoire qui est un petit peu compliquée puisque les informations qui sont données sur l'arrêté, moi je n'étais pas au courant puisque ces problèmes-là ont été réglés. Le nécessaire a été fait, il manquait des pièces par rapport aux enseignants. Donc les pièces ont été données, donc les dossiers ont été constitués. Certains enseignants qui ne cadraient plus avec l'esprit de l'école, on les a remerciés, ils ont été remplacés par d'autres. Et ça se passe très très bien. Il y a une première visite avec une mise en demeure où on a répondu aux demandes. Ensuite, il y a une visite le 22 janvier où à ce jour on n'a rien. Les inspecteurs sont venus, ils sont restés 15 minutes et ils nous ont dit ok, c'est parfait, on a tout vérifié, c'est bon. Et là, derrière, on reçoit ça. On a eu droit à une perquisition ici, des gendarmes. Des parents et des enfants ont été entendus à la gendarmerie parce que
Jusqu'à ce jour, on me dit qu'il y a des plaintes, mais on n'est pas au courant de ces plaintes. Quelles sont ces plaintes au final? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc c'est pour ça que il y a une incertitude qu'on ne comprend pas. Et donc moi-même, j'ai été la première surprise parce que la fermeture, je l'ai apprise à la presse. Qu'est-ce que tu ressens à cause de l'école qui a fermé? Je suis un peu triste. Mardi, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai dormi, je me suis couchée à 21h, j'ai dormi peut-être 2h, 3h dans la nuit. Et qu'est-ce que tu espères du coup? Que l'école réouvre lundi. On est dans la bienveillance. Donc la maltraitance, non. Je pense plutôt qu'ils ont été maltraités là parce qu'on a fermé brutalement l'école sur eux. Parce que je peux vous dire que là, nous avions notre psychopédagogue sur place, elle a dû canaliser les gamins parce qu'ils partaient dans tous les sens. Donc voilà. Non, maltraitance pour moi, non, je suis désolée. Dans cette école, on se sent bien parce que déjà, Mylène, elle nous apprend beaucoup d'amour et tout. Et on fait beaucoup d'activités. Et franchement, pour les personnes qui doivent aller dans cette école pour l'avenir, si c'est fermé, c'est vraiment très triste pour eux. Ce sont des enfants qui ne pourront pas retourner dans le système. Ils sont sortis du système parce qu'ils ne trouvaient pas leur place. Donc qu'est-ce qu'on va leur proposer? Quelle est l'alternative? Ils sont bien dans leur école et demain on leur dit vous retournez dans le public alors qu'ils y viennent. Alors que pour la plupart, ce sont des enfants qui ont été harcelés, ce sont des enfants qui justement ont été maltraités. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour eux en fait. Une situation pour le peu incompréhensible. Comment développer l'entrepreneuriat en milieu insulaire? C'est la question au cœur du colloque Messi qui se déroule en ce moment à l'Université des Antilles. Des chercheurs et des entrepreneurs échangent sur les défis et opportunités de notre territoire. Nicolas Hatchi s'est rendu sur place pour la rédaction. Le colloque Messi, c'est le colloque dédié aux problématiques de management, d'entrepreneuriat, d'innovation dans les contextes insulaires et isolés. Donc ça fait Messi. Et donc on va avoir une journée et demie de communication scientifique. On a fait un appel à communication auprès de la communauté de chercheurs et donc on a des intervenants en présentiel et en visio, de la Polynésie à la Guadeloupe, en passant par le Canada et le Maroc. Et demain après-midi, à 13h30, on a une table ronde dédiée aux professionnels sur le thème d'entreprendre et innover différemment, des innovations qui bénéficient à tous. Et donc, c'est l'occasion de croiser à la fois le regard des praticiens et celui des enseignants-chercheurs. Ça se passe très très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'interférences entre les personnes qui présentent leurs papiers, leurs recherches, et l'auditoire, qu'ils soient en visio ou en présentiel. Les échanges, ils sont constructifs, ils sont importants, et ils sont vraiment dans la réalité du territoire. C'est vrai que l'essence même de notre service, c'est la recherche et l'innovation. Et aujourd'hui, c'est une thématique qui est très intéressante pour nous au niveau de la collectivité, de voir comment est-ce que l'innovation intervient en termes de management. Je constate qu'il y a pas mal de travaux qui ont été effectués, effectivement, et les résultats permettent de mettre en évidence qu'il y a encore des choses à mettre en place, effectivement, au niveau de l'innovation. Et c'est vrai que c'était une thématique assez dirigée sur les organisations privées, les entreprises. Moi, effectivement, je viens de la collectivité, donc c'est vrai qu'il y a certainement une corrélation à faire, mais quoi qu'il en soit, les travaux, les résultats en tout cas des travaux étaient très intéressants. Ce qui est intéressant avec le territoire de la Guadeloupe, c'est qu'à mon sens, c'est un territoire qui est riche en enseignements pour les autres territoires. C'est un territoire qui est particulièrement exposé aux crises sociales, aux crises climatiques, qui a une histoire un petit peu complexe, qui est un territoire à la fois insulaire, mais en lien avec une métropole distante, et qui est un territoire extrêmement résilient. On y retrouve beaucoup d'entreprises qui, malgré les contraintes économiques, sociales et culturelles, réussissent à créer des véritables business models performants. Et c'est à ce sens que ça constitue un modèle d'exemple d'enseignement pour tous les autres territoires, aussi bien des territoires aussi isolés que nous, que des territoires métropolitains pour qui l'innovation reste encore un défi. Ce qui est certain, c'est que l'innovation ne cesse d'évoluer et c'est le sens même de cette thématique.
Et les sargasses sont un fléau récurrent en Guadeloupe. Deux députés, Michael Cosson et Olivier Servat, veulent comparer la gestion des sargasses à celle des algues vertes en Bretagne. Ceci afin de mobiliser davantage de moyens. Tout de suite, le reportage de Grégory Laps. L'objet, c'était justement de débuter cette mission flash qu'on a initiée il y a quelques jours. La volonté, c'est de pouvoir justement s'inspirer des expériences qu'on peut retrouver ici sur le problème des sargasses et les comparer avec le problème qu'on peut avoir sur les algues vertes en Bretagne. On veut aller chercher des financements nationaux, européens et faire des connexions interrégionales. Par exemple, on a compris que le H2S qui est en Bretagne ne dégrade pas les clims alors qu'il dégrade les clims ici. On a compris que les personnes qui travaillent pour ramasser des algues vertes en Bretagne sont protégées, elles doivent avoir des cabines sous vide, alors que chez nous, c'est pas le cas. On a compris que lorsqu'il y a des émanations, il y a un dispositif qui permet, en Bretagne, d'aller voir le médecin pour savoir de quoi il s'agit. Chez nous, rien. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des expériences croisées à avoir. Nous avons besoin de pouvoir organiser le financement de projets qui vont pouvoir permettre la valorisation des sargasses. En Guadeloupe ou bien en Martinique, eh bien en fait, il y a un phénomène qui aujourd'hui s'accentue, avec lequel en fait ce sont aux collectivités de pouvoir avancer pour faire les travaux. Alors qu'on sait que c'est un problème qui est annuel, qui revient chaque année, et quelque part ça vient de l'initiative des collectivités pour avancer sur le problème, et parfois lorsqu'elles ont des solutions, elles se heurtent à des contre-indications ou bien à des postures. Et donc c'est, je pense, avec l'association de nos deux régions et des problématiques qu'on peut rencontrer, qu'on sera plus fort justement pour faire mobiliser des moyens financiers, pour faire aussi mobiliser des changements d'attitude. Car aujourd'hui, je crois que à travers les échanges qu'on a pu avoir sur 3 jours, on a pu s'apercevoir qu'il y avait des indications qui n'étaient pas les mêmes partout. Et je crois que en étant justement unis, en étant en pleine coordination et en sachant justement qu'est-ce qui nous est imposé à l'un et qu'est-ce qui est imposé à l'autre, forcément il y aura des méthodes qui vont évoluer. Et puis aussi une meilleure prise en considération de nos populations. Le ministre Valls était là, donc on lui a indiqué effectivement qu'on allait lui présenter le rapport une fois qu'il serait finalisé. Il était très intéressé par cela, et très clairement, Michael Cosson l'a dit, le Premier ministre est modem, il est modem. Je crois que ça peut faciliter les courroies de transmission pour être entendu plus rapidement et plus efficacement au plus haut niveau de l'État. Faut-il repenser notre modèle institutionnel? La question a été débattue lors d'une rencontre citoyenne organisée à la Chambre régionale des métiers. Un échange riche entre citoyens et experts. Regardons tout de suite le reportage de Michel Depape. Ce débat consiste à mettre l'opinion publique dans le débat. C'est-à-dire que depuis 2003, où l'ensemble des Guadeloupéens s'est prononcé contre l'évolution statutaire, nous avons régulièrement des débats entre élus locaux qui veulent expliquer que l'évolution statutaire c'est mieux, mais l'opinion publique, les Guadeloupéens sont tenus en dehors. Nous voulons que ce débat soit ouvert à tout le monde, à ceux qui sont pour, à ceux qui sont contre. Et au résultat, il faut que l'opinion publique se manifeste en disant voilà ce que nous voulons. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous entendons, à ce qui se passe, il y a une forme de légèreté sur les sujets, il y a une forme de légèreté dans l'action politique. On a cette démangeaison institutionnelle depuis un certain nombre d'années auquel je crois, pour ce qui me concerne, il convient de mettre un terme. Quand vous voyez ce qui se passe en Martinique et la collectivité au bord du gouffre, à Saint-Martin, il y a lu le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, catastrophique. En Guyane, c'est de même. Alors, ça demande réflexion. Moi, je veux bien une assemblée unique, mais en ayant signé avant l'adoption de l'assemblée unique un contrat de moyens et d'objectifs. Parce que si on nous enlève les moyens, parce que quand on est dans le droit commun, on ne négocie pas, on a droit. Mais quand on sort du droit commun, il faut négocier à tous les coups. Et s'ils se sentent suffisamment costauds pour aller face à Bercy et imposer des décisions à Bercy, qu'ils le fassent. Il y a plusieurs sujets, mais plusieurs raisons. Mais la raison majeure, c'est qu'il y a une défiance vis-à-vis des élus. Voilà des élus qui ont des responsabilités, et ces responsabilités ne sont pas exercées, que ce soit dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, des routes, de l'état des routes, du transport intérieur. On voit bien que tout ça est défaillant et que ça coûte à nos citoyens. Ça leur coûte
évidemment, de devoir dépenser plus qu'ils ne devraient. Jusqu'ici, il y a une forme d'entre-soi des hommes politiques, de congrès en conclave. Ils tricotent, ils essaient de détricoter, ils mettent une pression, exercent une forme de pression sur le gouvernement pour obtenir plus de pouvoir et plus de pouvoir, en s'éloignant des préoccupations réelles des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Et de retour sur notre plateau avec mes invités qui font l'honneur d'être sur ce plateau ce soir pour parler d'un tournoi de football féminin qui aura lieu au Moule, au stade Pont-Rémy au Moule. Ils sont sur ce plateau. Il s'agit on va commencer par les femmes. Ketty Londinière Davila, vous êtes présidente du Soro Fitness International, la Flèche Nord-Est Grande Terre. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci de m'avoir invité sur le plateau. Effectivement, je suis présidente du club Soro Optimiste International, la Flèche Nord-Est Grande Terre. À vos côtés, juste, je présente aussi, c'est Wicid Flover. Flover. Bon, je voulais le faire en anglais, mais ça passe pas. Flover, vous êtes président de l'AS Nénuphar. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Je le disais, on parle donc de ce tournoi de football féminin qui aura lieu au Moule ce dimanche. Est-ce que vous voulez nous en dire plus? J'ai vu qu'il était ouvert aux licenciés et non licenciés. C'est vraiment un tournoi pour tous. Tout à fait. C'est un tournoi dans le cadre de la Journée internationale des droits de femmes. Comme nous sommes une association qui défendons les droits des femmes, et nous avons voulu, à travers ce tournoi, mettre en valeur les femmes, le potentiel des femmes. Voilà. Alors, la manifestation aura lieu le 23, dimanche, de 8h à 17h. Je l'ai rappelé au stade Pont-Rémy. Comment se passent les inscriptions? Est-ce que c'est ouvert à toutes les équipes? Quelles sont les contraintes? Alors, effectivement, c'est un tournoi ouvert aux non-licenciés et aux licenciés. C'est un tournoi où nous accueillons 8 équipes, essentiellement féminines, et on va avoir 3 matchs le matin. Oui. Et oui, si tu peux, sur la partie... Et les matchs de classement et les matchs de la finale l'après-midi. Les équipes sont déjà sélectionnées ou sont déjà inscrites? Les équipes sont déjà faites. Après, je pense qu'il y a toujours la possibilité de s'inscrire. Pour les curieux, pour celles qui veulent s'essayer de... Oui, mais parlons un peu du football féminin en Guadeloupe. C'est suffisamment pratiqué ou encore en développement? Comment ça se passe sur le terrain? Justement, l'objectif, c'était ça, pour mettre un petit peu en lumière ce sport que nous trouvons, nous, au niveau du club Soro Optimiste, pas assez médiatisé, pas assez développé, pas assez, mis en valeur. Et dans le cadre de cette journée, nous avons fait cette action autour du football, où il y a d'abord eu une table ronde pour... parler un petit peu les enjeux et les défis de cette discipline. Et nous continuons le tournoi, c'est en continuité de cette table ronde. Dimanche. Voilà, absolument. Tout à fait. Et plus tard dans l'année, au mois d'août, nous avons aussi un stage de perfectionnement. D'accord, donc ça s'inscrit dans plusieurs opérations qui sont menées, on le comprend. Et donc dimanche, ce tournoi féminin. Monsieur Flover, vous êtes président de l'AS Nénuphar. Il y a une pratique féminine également à l'AS Nénuphar? On espère dans le futur pouvoir inscrire une équipe féminine. Après, on est dans un environnement où le Moule, c'est assez spécial pour le football, puisqu'on a l'AS Dynamo, on a l'Increvable et les Anonymes qui sont déjà bien implantés, c'est ça? Bien implantés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de communes où il y a 3 clubs de foot féminin. Donc la part du football féminin est bien implantée au Moule. Après, comme elle a dit, on est là pour accompagner, pour effectivement mettre en lumière le foot féminin et donner encourager un peu plus de lumière, quelque part, de lumière et de visibilité à la pratique du football féminin en Guadeloupe. Le football féminin, donc là, cette partie-là, c'est sur le rectangle vert, mais il existe aussi le football en salle, et c'est aussi très, très, très développé de plus en plus. Donc, on accompagne sur ça, on suit, et on espère pouvoir, dans les années à venir, pouvoir inscrire au moins une section
de football féminin. À l'AS Nénuphar notamment. On le rappelle, donc ce rendez-vous dimanche, on l'a bien entendu, je suppose que vous invitez toute la population, non seulement à venir être en tant que supporter, mais aussi effectivement les non-licenciés qui seraient intéressés à venir également s'inscrire. Tout à fait. Mais je voulais rappeler que vraiment l'objectif de ce tournoi, c'est parce que d'abord c'est un levier d'émancipation pour les femmes et nous voulons mettre en avant vraiment le potentiel de ces femmes sur le terrain. Donc pour leur permettre de pouvoir pratiquer effectivement et on l'a dit, valoriser cette belle discipline. Je vois 2 numéros de téléphone, le 06 90 94 36 49 ou le 06 90 34 11 89. Ce sont 2 numéros auxquels on peut vous joindre à la FEP pour avoir des informations, je le suppose, mais aussi pour les inscriptions. Tout à fait. Un dernier mot de la fin, peut-être pour nos téléspectateurs, pour inciter encore plus à vous retrouver dimanche. On encourage tout le monde à venir parce que déjà cette initiative par les femmes pour les femmes, donc on essaie de ne pas prendre la lumière et de bien les laisser gérer. Nous on est là en soutien et on encourage tout le monde à venir, à encourager les joueuses. Voilà. Oui, ça va être une belle journée de sport et de convivialité. Ce tournoi, c'est une opportunité de mettre en lumière les femmes. Voilà, vous l'aurez compris. Tout le monde à venir. Effectivement, on invite, soyez nombreux du côté du Moule, le stade Pont-Rémy, le stade Pont-Rémy vous attend nombreux pour ce tournoi de football féminin, on le rappelle, licencié ou non licencié. Et vous avez donc les 2 numéros de téléphone auxquels vous pouvez vous rapprocher pour les inscriptions, ou ne serait-ce qu'avoir des informations supplémentaires. Madame, monsieur, merci de vous être arrêté sur notre plateau. On vous souhaite une bonne soirée et un bon tournoi. Bonne soirée à vous et merci beaucoup. Et sans transition, nous passons du football féminin à l'art culinaire avec le clap de fin pour ce concours culinaire organisé par le RSMA. C'est un concours qui a révélé des jeunes talents vraiment passionnés, un événement qui montre que cette institution ne se limite pas à la formation militaire, mais prépare bien ces jeunes à des carrières professionnelles variées. Tout de suite, le reportage de Grégory Laps. On a présenté un muffin à base de fruits à pain, avec une crumble fruits à pain aussi et une meringue à la française. Nous, en Martinique, avec le fruit à pain, on fait en général plus des frites, ou sinon on le mange comme ça en légumes. Mais on a voulu tester ce que ça donnait, le revisiter en sucré. On a fait une crème de wara et on a fait avec de la chantilly et un peu de sucre et un peu de... Pendant qu'elle préparait la crème, moi j'ai fait la pâte. On l'a inventé, on va dire qu'on l'a créé pour le concours. Vous êtes satisfait? Oui, les juges à l'art d'aimer. Les 4 desserts que nous avons goûtés sont tous très originaux et s'inspirent de la culture et des traditions des différents territoires. Et c'est là que les jeunes ont vraiment réussi quelque chose de très très bien. Ils ont cherché à ramener des goûts dans l'assiette avec l'identité de leur île ou de leur territoire. RSMA, l'EM effectivement militaire, on se base sur nos méthodes à nous, mais le but n'est pas de former des soldats, bien au contraire, mais au contraire de pouvoir fournir aux économies des différents territoires des cuisiniers, des serveurs, c'est bien ça notre objectif. On a pris notre pied, même si on n'a pas envoyé forcément tout ce qu'on voulait, mais sinon on s'est bien amusé, c'est l'essentiel. Et les candidats étaient sympathiques, les juges aussi. Et les encadrants étaient bienveillants, c'était bien. Franchement, pour ce qu'ils font à leur âge, moi au même âge, je crois que je n'ai pas ce niveau-là. Donc, puis on a comparé aussi différentes régions, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, le travail que le RSMA a fait aussi. Des petits jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui ont sorti des assiettes très propres. La wara de la Guyane, c'est une graine que je connaissais pas et le goût est très intéressant. Et puis sur le dessert du RSMA, franchement, le mélange de vanille, miel et la pâte à choux avec le charbon, franchement très intéressant. Belle découverte, donc il y a des choses que je pense que je vais avoir piqué aussi. Que ce soit des cocktails, des mises en place, le food truck ou aujourd'hui la pâtisserie, le sucré, on peut se dire, le dessert qui arrive, on peut le mettre dans un restaurant. Voilà. Et en ayant 5 jurys d'un monde différent, il y a des chefs, il y a des maîtres d'hôtel, il y a la marraine, et on a tous des goûts différents, surtout sur le sucré. Donc on a vraiment apprécié ces 2 jours de travail, et encore une fois, les assiettes, les mises en place, tout ça, ça peut vraiment aller dans un restaurant. Ils sont prêts pour aller travailler.
O News Radio sur outremernews.fr.